Donc rebonjour à tous et bonjour à tous ceux qu'on n'a pas croisés. Mais donc merci d'être encore bien tous là ce vendredi après-midi. Je crois qu'on n'a jamais fait aussi bien en termes de présence un vendredi, mais ça c'est parce qu'il y a Dany et Sandrine. Donc ouais, le problème, c'est qu'ils vont partir après et tout le monde va partir avec eux. Donc, non, après, il y a encore d'autres très bons présentateurs et présentatrices. Donc, c'est la session de recommandation. Donc, un moment très important pour le congrès et puis pour les sociétés savantes. Donc, on a 3 recommandations sur le SAS central, les recommandations de Trust. Que je dise pas de bêtises quand même, de l'enfant et sur l'hypersomnolence. 3 vraiment initiatives et des travaux très importants. Donc on commence tout de suite par Dany et Sandrine Launois, enfin Dany Jaffuel et Sandrine Launois, qui vont nous présenter les recommandations sur le SAS central. Attends, vas-y, tu peux mettre les lunettes. Un petit problème de lunettes. Donc avec Sandrine, on va vous présenter ce consensus français sur les syndromes d'apnée et hypopnée centrale du sommeil de l'adulte, avec notre déclaration de lien d'intérêt. Sandrine, je fais peut-être l'historique. Alors oui, juste avant que tu fasses l'historique, juste pour vous dire que Dany et moi, on est là au nom de tout le groupe de travail et que Frédéric Gagnadou, qui était avec nous deux dans le groupe de pilotage, est en train de parler dans le symposium sur la non-observance, mais nous allons essayer de vous présenter ces recommandations. Alors vas-y Dany pour l'historique. Alors l'historique, il y a tout d'abord un historique international avec les premières recos sur le SAS central, c'est 2010 l'American Academy. Les suivantes ont été faites en 2017 par l'ERS et il y a eu bien entendu l'étude Servachef avec la problématique que vous connaissez sur les patients à fraction d'éjection altérée et avec un SAS central. Au niveau international, on est en attente des résultats publiés de l'étude AdvantageF qui ont été communiqués à l'ERS. Et en miroir, au niveau français, on n'a pas été inactif. Je passe sur tous les travaux de publication originaux. Pour ce qui est des position papers, il y en a eu un de 2015 suite à l'étude Servachef. Et ce qu'on va vous présenter avec Sandrine, c'est le consensus national qui avait fait l'objet de premières présentations en 2018 et qui, en 2023, est désormais au stade de manuscrits soumis, avec, vous le verrez, toute une organisation qui était la suivante. Peut-être que tu veux prendre la main là-dessus ? Oui, alors comme vous le voyez, ça a impliqué beaucoup d'experts. Donc on avait 3 groupes de travail qui sont assez logiques, un sous-groupe pour le diagnostic coordonné par Nicole Mélier, un sous-groupe sur le bilan étiologique coordonné par Frédéric Gagnadou et un sous-groupe sur la prise en charge thérapeutique coordonné par Jean-Claude Meurice. Tous les membres de ces groupes de travail ont fait partie des experts auxquels on s'est ajouté les services d'autres praticiens qui ont l'habitude de voir des syndromes d'apnée du sommeil centraux. Et puis ensuite, on a fait relire le document par des médecins du sommeil qui ne sont pas directement impliqués dans la prise en charge. Enfin, sauf le docteur Toin, je ne sais pas pourquoi il est là, mais bon, il en voit beaucoup des syndromes d'apnée du sommeil centraux. Donc une dernière relecture et qui maintenant est terminée. Et donc on va pouvoir, au nom des sociétés savantes qui sont listées ici, vous présenter le consensus. Alors je vais repasser la parole à Dany pour la méthodologie. Alors la méthodologie, les groupes de travail ont émis sur la base de la littérature des recos. Et puis à chaque fois que le groupe de travail constatait qu'il y avait un trou dans la littérature pour répondre à une question posée, cette question a été rédigée sous la format d'un corps, ce qui a permis aux 23 experts de se positionner. Alors, juste quelques secondes sur ce que c'est qu'un corps. Un corps, donc, on pose les questions via un site web. Donc, les réponses sont anonymes, elles sont tracées, il ne peut pas y avoir 2 réponses. Et il y a 2 tours. C'est-à-dire, dans le premier tour, chacun s'exprime de manière anonyme en faisant même un commentaire, pourquoi il a dit oui, pourquoi il a dit non, il met les références au besoin. Puis au deuxième tour,
quand on vote, on sait ce qui a été voté au premier tour, donc on connaît le résultat du vote du premier tour, et on a les argumentaires développés par les uns et les autres. Ça permet d'avoir un aveugle complet, ce qui fait que ponctuellement, ça peut être assez amusant. On l'avait vu dans un des premiers textes qu'on avait fait comme ça, mais par contre, la méthodologie, elle est robuste dans le sens où, dans la littérature, quand dans un corps, il y a 70% de en faveur ou de contre par les experts, à 10 ans, les résultats de la littérature publiés après vont en faveur du corps. C'est-à-dire que les experts se trompent que dans 10% des cas. Et ça, je trouve que c'est une méthodologie qui est intéressante, qui est un peu pénible à faire parce que ça prend du temps. Mais par contre, ça donne du poids à ce que l'on fait, et surtout, c'est aveugle. Parce que des fois, tout le monde ici est présent et on sait comment ça se passe pour des recours. Voilà. Et donc, il y a eu, pour le diagnostic, 27 recommandations, dont 13 corps, tous supérieurs à 80%, 80% de en faveur, 10 recommandations, dont 3 corps, donc tous avec 70% de au moins en faveur, et 21 pour le traitement, ce qui fait qu'au total, on est sur 58 recommandations, 24 corps avec des positions tranchées. Et puis donc on ne va pas vous présenter les 58 recommandations, sinon il aurait fallu faire un jour de plus. On en a sélectionné quelques-unes avec Sandrine. Alors, je vais commencer avec le diagnostic. Alors, comme disait Dany, on ne va pas tout présenter, donc j'ai fait une sélection totalement biaisée. Ces 2 premières recommandations me semblent importantes parce que c'est vraiment la base du diagnostic. Une première chose qui va impacter aussi le SAS obstructif d'ailleurs, c'est qu'on a décidé que, vu que la majorité des études cliniques utilisait la définition recommandée par l'ASM, c'est-à-dire une baisse du débit aérien nasobuccal de plus de 30% associée à une désaturation de plus de 3% ou un micro-éveil, on a décidé maintenant de ne retenir que cette définition-là de l'hypopnée. Et là, vous voyez l'unanimité en faveur de cette recommandation. Et ensuite, quelque chose qui est aussi un problème au quotidien, quand on discute avec des consoeurs et des confrères, c'est que pour le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil central, une polygraphie montrant un aspect caractéristique des événements respiratoires anormaux est suffisante pour le diagnostic. Si l'aspect n'est pas caractéristique, si on a un doute sur la qualité du sommeil, à ce moment-là, on peut passer à une polysomnographie, mais il ne faut plus adresser un patient avec une polygraphie caricaturale en polysomnographie pour confirmer le diagnostic. Une polygraphie simple suffit. Alors, je vous ai montré cette recommandation parce que parmi ce qui nous a le plus agité dans le groupe, c'était la caractérisation des hypopnées centrales. Alors, c'est pas tellement étonnant parce que toutes les recommandations, que ce soit européennes, américaines, soulignent la difficulté de caractériser une hypopnée comme centrale. Donc, bien entendu, on a repris ce qui est recommandé par l'ASM, c'est-à-dire l'absence de ronflement, l'absence de plateau inspiratoire sur le débit et l'absence de déphasage sur les sangles thoraco-abdominales. Mais on s'est aussi dit qu'il y avait des éléments qui pouvaient nous faire pencher en faveur d'une hypopnée centrale par rapport à une hypopnée obstructive. Alors, vous voyez que cette recommandation a suscité quand même un petit peu plus de résultats discordants que les autres. Et donc, ce que nous avons décidé, c'est qu'il est recommandé de conforter la caractérisation, donc on ne va pas se baser uniquement là-dessus, conforter la caractérisation de l'hypopnée comme centrale si on voit une reprise ventilatoire progressive avec un aspect crescendo-décrescendo. L'aspect crescendo de la reprise ventilatoire est à opposer à l'aspect brutal que l'on voit dans les hypopnées obstructives. Quand on est en polysomnographie, le fait que le micro-éveil soit au moment du pic du crescendo de ventilation est un argument en faveur d'une hypopnée centrale, puisque dans l'hypopnée obstructive, on va avoir le micro-éveil au moment de la reprise ventilatoire. Et puis, la survenue des hypopnées essentiellement, alors évidemment sur une polysomnographie, en sommeil lent, alors que dans les hypopnées obstructives, on les voit dans tous les stades de sommeil, y compris, voire uniquement, en sommeil paradoxal. Et enfin, un aspect qui a été beaucoup décrié au cours des années, mais qui peut être une aide, c'est l'aspect symétrique de la courbe de désaturation-resaturation, qui contraste avec l'aspect asymétrique en cas d'hypopnée obstructive. Alors, si on a parlé de ces recommandations, c'est qu'il y a dans la littérature déjà des propositions, des algorithmes qui ont été faits. Et vous voyez que même si globalement les experts étaient en faveur de ça, il y avait un petit peu de discordance. Alors, pour ce qui est du bilan étiologique,
il y a 3 recommandations sur chacune de ces pathologies, mais devant un SAS central, on doit rechercher systématiquement une étiologie cardiovasculaire, une étiologie neurologique ou une étiologie iatrogène. Bien entendu, il existe plein d'autres pathologies qui sont associées à une prévalence importante du syndrome d'apnée du sommeil central, comme par exemple l'insuffisance rénale. Mais devant un SAS central, ce qu'il faut rechercher systématiquement, ce n'est pas une insuffisance rénale, c'est une pathologie cardiovasculaire, neurologique ou la prise d'un médicament susceptible de donner des apnées centrales. Alors, évidemment, l'autre question qui revient toujours dans les discussions avec les confrères, dans les formations, c'est la place du bilan cardiovasculaire. Donc, la recommandation 29 a aussi été, comme ce que je vous ai montré avant, source d'un peu de pas dissension, mais enfin, tout le monde n'était pas d'accord. Dans le cadre du bilan étiologique d'un SAS central, la recherche d'une étiologie cardiaque, en particulier l'insuffisance cardiaque gauche et ou la fibrillation atriale, doit être basée initialement sur le relevé des symptômes, c'est hyper important, et de l'examen clinique, sur le relevé des facteurs de risque et des antécédents, et sur la réalisation systématique d'un ECG au repos. En l'absence d'anomalies, il n'est pas recommandé de réaliser des explorations complémentaires qui sont marquées entre parenthèses. Et c'est essentiellement cette dernière phrase qui a généré des positions contre la recommandation. Mais vous allez voir qu'en fait, au final, on verra ça dans la prise en charge thérapeutique, on retombe quand même sur nos pieds avec une échographie systématique. Voilà, Dany, je te laisse la place pour la prise en charge. Merci Sandrine. Alors, pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, les recos actuels de l'ERS 2017, elles se synthétisent de la façon suivante. On fait un bilan étiologique, quand on a une cause, on la traite, et puis ensuite c'était PPC systématique, et s'il reste plus de 15 événements centraux, on met une servoventilation, excepté dans le cas du syndrome d'apnée du sommeil central, à fraction d'éjection inférieure à 45%, où il n'y a pas de servoventilation, tout du moins pour l'instant. Voilà le référentiel qui vous est proposé par le groupe de travail, le consensus. Donc, on considère tout d'abord le seuil à 15 et un patient symptomatique. Et on ne va envisager un traitement que lorsqu'on aura traité l'étiologie, sans quoi on rejoint parfaitement le RS 2017. À partir de là, il y a quand même des différences très significatives. On propose alors de réaliser une gazométrie sanguine artérielle et une échographie cardiaque. Si la gazométrie sanguine artérielle met en évidence une hypercapnie, c'est une ventilation à 2 niveaux de pression qui sera pour l'instant envisagée. Et s'il y a une fraction d'éjection inférieure à 45%, bien entendu, il y a une contre-indication actuelle à la ventilation hauteur-service. Ça évoluera en fonction de l'étude ADVENT-HF. On a déjà des arguments avec des études comme FACE du groupe de Grenoble pour dire que ça risque de bouger. On est donc dans la situation maintenant où il n'y avait pas d'hypercapnie et où l'échographie cardiaque était satisfaisante. Et bien dans ce cas-là, on propose d'emblée un essai de ventilation auto-asservie et pas de PPC première dans toutes les étiologies auxquelles nous sommes confrontés. Il est probable que la cause médicamenteuse, et en particulier au passé, soit discutée suite aux publications à venir de l'étude FACIL-VA, mais dans l'immédiat, c'est ce que l'on propose. Alors les recommandations que nous allons aborder un petit peu ensemble dans le détail. Recommandation 42, donc c'est celle de réaliser une gazométrie sanguine pour guider le choix du mode ventilatoire avec la ventilation à 2 niveaux de pression versus la ventilation auto-asservie. C'est 100% des 23 experts qui se sont positionnés en faveur de cette recommandation. Pour la recommandation 44, qui était de faire une échographie cardiaque systématique avant prescription d'une ventilation auto-asservie, c'était 90% qui se sont positionnés en faveur de cette échographie cardiaque systématique avant une ventilation auto-asservie. Si on s'intéresse maintenant à des formes de syndrome d'apnée du sommeil centraux où il existe un contingent d'événements obstructifs, ce qu'on appelle des formes combinées, lorsqu'elles seront publiées, vous verrez qu'il y a bien plus qu'un corps, il y a beaucoup d'autres recommandations qui concernent cette entité à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés. Eh bien, lorsqu'on a donc un SAS central avec un contingent d'événements obstructifs, le corps a été de dire qu'il était recommandé d'envisager un traitement par PPC fixe en première intention
Et ce d'autant plus que le contingent d'événements obstructifs est important. Et là, c'est 95% des experts qui sont positionnés en faveur de cette recommandation. Pour ce qui est des IH débit, la recommandation 55, c'est de vérifier la correction des événements respiratoires anormaux par l'examen des données machines couplées systématiquement à l'analyse des courbes de débit détaillées. La courbe de débit détaillée avec une ventilation auto-asservie, ce n'est pas une option. Sans lecture systématique des courbes de débit détaillées, il est impossible de valider l'IH débit proposé par la machine. Il y a très peu d'études qui sont publiées ou qui vérifient IH débit, IH machine versus polysonographie. Elles sont toutes les deux catastrophiques. D'où la recommandation 56 basée sur le groupe de travail, basé sur la littérature. Dans le cas où un traitement par VA est initié, il est proposé d'en vérifier par polysonographie l'efficacité sur l'IH. Et pour finir, la recommandation 57, c'est une recommandation qui est en faveur d'un suivi clinique au minimum annuel de ces patients. Bref, le praticien référent et les prestataires, chacun a un rôle, et ce n'est pas au prestataire d'avoir le rôle du praticien référent. C'était une évidence pour tous les experts qui se sont positionnés. Et enfin, pour les patients qui ont un événement cardiovasculaire intercurrent entre deux consultations, il était proposé de faire des mesures itératives de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, d'où l'importance, quand le cardiologue n'est pas le médecin prescripteur, de l'interaction entre un médecin prescripteur de VA et le cardiologue. Voilà. Donc, avant les questions, et au cas où il y aurait des applaudissements, je vous demanderai de remercier particulièrement le docteur Sandrine Lenoy, qui a été la cheville ouvrière depuis 2018 de ce consensus. Cela dit, sans Dany, on n'aurait pas avancé. Donc on a un tout petit peu de temps pour les questions. Nous, on se reprend quelques luxes. En haut, les micros qui arrivent. L'IRM cérébral. La question, c'est est-ce que l'IRM cérébral est recommandé Alors, je vais vous dire une réponse de Normand. Ce qui est recommandé, c'est de faire un examen clinique neurologique et au moindre doute d'adresser le patient à un neurologue qui décidera s'il faut faire une IRM cérébrale ou pas. Lorsqu'il n'y a aucun signe d'appel et qu'on a une étiologie évidente pour le SAS central, on peut s'arrêter là sans faire d'IRM cérébrale. En revanche, il y a deux situations dans lesquelles on a besoin d'un bilan étiologique complètement négatif. C'est le SAS central idiopathique et le SAS central émergent sous PPC, où là, pour être absolument sûr qu'il s'agit d'un SAS idiopathique ou d'un SAS émergent, il faut avoir éliminé toutes les étiologies et à ce moment-là, on fait une IRM cérébrale. J'ai dans ma patientèle des patients utilisant des opiacés et j'ai aussi des positionnels, c'est-à-dire qu'ils font des apnées centrales dorsales. Alors c'est un peu bizarre peut-être, mais je le vois. Donc, quid. Alors pour les opiacés, ça fait partie des médicaments à rechercher systématiquement. Et on essaiera systématiquement de diminuer la posologie, voire d'arrêter les opiacés, ce qui peut être possible en cas de douleur chronique, beaucoup plus compliqué en cas de traitement de substitution d'une toxicomanie. Et pour ce qui est du SAS central positionnel, effectivement, ça a été décrit, et je pense qu'on a tous dans nos patients, un ou deux patients comme ça. Il n'y a pas de données probantes dans la littérature pour montrer l'efficacité du traitement positionnel. Néanmoins, c'est un traitement inoffensif qu'on peut toujours utiliser, mais ça n'est pas un traitement recommandé en dehors de quelques anecdotes. Voilà. Allez-y. Oui, moi j'ai une question, bonjour. C'est concernant le suivi de la ventilation auto-asservie, notamment chez les patients insuffisants cardiaques. Savoir si, une fois que l'IH est bien contrôlé, les fuites sont bien contrôlées, est-ce qu'il y a un intérêt à monitorer la ventilation minute? Est-ce qu'il y a un cut-off à pas dépasser? Est-ce que ça pourrait pas expliquer des complications
Ça, c'est un sujet auquel on avait répondu en dehors de ce consensus dans une étude où on a montré que la ventilation minute peut être élevée, quelle que soit la machine utilisée, quelle que soit l'étiologie de la ventilation auto-asservie. Les groupes de travail ne sont pas positionnés sur cette question, mais c'est des choses effectivement qui pourraient se faire. Dans le cas d'un télésuivi, de faire des seuils de volume minute, effectivement. Sachant que les machines ne mesurent pas toutes le volume minute, certaines mesurent un volume minute relatif, c'est pas simple non plus de faire ce type de recommandation. Une dernière question. Ça court, ne tombez pas. Belle foulée. Il faut pas tomber sur... Pour la partie diagnostic, pourquoi les recommandations ne parlent pas des autres critères pour détecter les efforts respiratoires, le temps de transit de pouls, la pression? On en parle, mais on n'avait que 20 minutes pour préparer. Voilà. On a listé toutes les méthodes supplémentaires par rapport aux sangles qui sont disponibles, qui ont été plus ou moins validées. Donc il y a un long argumentaire et puis une recommandation là-dessus. Oui. La recommandation étant qu'il est recommandé d'utiliser un deuxième signal en plus des sangles pour caractériser les événements centraux de type apnée-hypopnée. Ok, très bien. Eh bien, on va passer à la communication suivante. Merci beaucoup encore et merci encore de tout ce travail. Merci. Deuxième consensus, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Aubertin qui va vous présenter pour le groupe Consensus de l'enfant, donc la prise en charge des troubles respiratoires obstructifs du sommeil chez l'enfant de moins de 16 ans. Tout ça à dire, c'est long, c'est vrai. Et merci pour l'efficacité de ce groupe, parce que ça a été très rapide et très efficace. Et tu vois, Renaud, ils ne partent pas tous, donc il reste aussi pour Lucie, Isabelle et moi, donc je vous remercie. Il y en a quand même quelques-uns qui partent. Hein, oui, mais pas tous. C'est ça qui est important. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Ah, mais arrêtez de me couper. Je vous remercie vraiment tous de participer à cette session recommandation. C'est nouveau et c'est chouette de pouvoir vous proposer tous ces travaux dans un groupe qui est le nôtre, très actif et très productif. Donc voilà. Christelle vous a donné l'intitulé de notre groupe de travail qui a mis 2 ans à pouvoir discuter et donc arriver à ce consensus où chaque mot est pesé pour que tout le monde soit d'accord avec tous les mots de ce consensus concernant le parcours de soins de l'enfant présentant un TROS de type 1, donc plutôt le jeune enfant avec hypertrophie des tissus lymphoïdes. Quelques liens d'intérêt, vraiment juste pour vous dire qu'on s'est intéressé à celui-ci en particulier et pas ceux de l'obèse ou des syndromes malformatifs et génétiques. Je parle au nom de ce groupe de 15 personnes, 14 acolytes m'ont accompagné dans l'aventure, de toutes spécialités différentes représentant les professionnels prenant en charge les TROS de type 1 de l'enfant, à savoir donc des pédiatres de diverses spécialités, médecins généralistes, médecins du sommeil, des médecins adultes de différentes spécialités, bien sûr des chirurgiens ORL, et nous ont rejoint également orthodontistes et kinésithérapeutes oraux, maxillo, linguo, faciaux. 4 axes de réflexion clinique: examen du sommeil dans son indication et son interprétation, le traitement et la surveillance. Avant tout, le diagnostic est clinique, c'est-à-dire qu'il va reposer sur un faisceau d'arguments dont il faudra retirer les symptômes d'un interrogatoire précis concernant la globalité du sommeil de l'enfant et pas uniquement ces questions de respiration, avec un élément majeur dans cet interrogatoire, la caractérisation du ronflement pathologique, qui le sera si ces ronflements sont constants, c'est-à-dire plus de 3 nuits par semaine, sonores, perceptibles donc porte fermée et réguliers, donc présents depuis plus de 3 mois, ce qui élimine chez le jeune enfant les infections à répétition, notamment de la période automno-hivernale. Les experts les ont répartis en critères nocturnes majeurs que vous voyez représentés ici en haut à gauche, le ronflement pathologique, l'irrégularité respiratoire ou la présence d'arrêt de la respiration et la reprise inspiratoire bruyante. Concernant la symptomatologie diurne, celle-ci est considérée comme des symptômes majeurs quand il s'agit de troubles du comportement,
de troubles de l'attention et bien sûr d'une altération de la croissance staturopondérale. Vous voyez ici que l'autre symptomatologie majeure sont les signes ORL avec de façon indispensable la réalisation d'une nasofibroscopie ORL par un ORL capable de réaliser cet examen chez le jeune enfant ou la recherche d'anomalies morphologiques. Tout le reste est un faisceau d'arguments supplémentaires, mais qui n'est pas considéré comme une symptomatologie majeure. La chose à laquelle on insiste, je pensais l'avoir mis et je ne l'ai pas mis, c'est que normalement ici apparaît la nécessité d'une enquête allergologique chez l'enfant. Pour ceux qui ont moins l'habitude d'être très précis dans leur interrogatoire, on a la chance d'avoir 3 questionnaires en langue française validés à partir d'examens anglo-saxons qui ont eux-mêmes été validés. Le premier, l'échelle de dépistage des troubles du sommeil va sur 25 questions différentes, essayer de répondre à la caractérisation de n'importe quel trouble du sommeil de l'enfant, que ce soit pour une échelle de 6 mois à 4 ans ou celle que je vous ai présentée ici, de 4 ans à 16 ans. Et vous avez ici 5 groupes de pathologies qui vont permettre de plutôt évoquer une insomnie, une parasomnie, un problème respiratoire, un sommeil non réparateur ou une somnolence diurne excessive. Concernant la symptomatologie respiratoire, vous avez ici l'échelle de Jordan dérivée du Pediatric Sleep Questionnaire qui repose plutôt donc sur l'évaluation des troubles respiratoires. 22 questions. Le score n'est pas pathologique s'il y a moins de 8 réponses positives sur ces 22 questions et il a une bonne valeur prédictive de l'évolution spontanément favorable d'un TROS léger. On reviendra dessus sur cette notion de sévérité. Le dernier questionnaire est le questionnaire de score de sévérité, le score hiérarchique de sévérité, selon Nguyen, lui-même dérivé du questionnaire de Spruce-Gozal, où vous avez donc 6 questions avec une force cumulative de la différente question et des différents symptômes cliniques, le ronflement étant la valeur principale de la caractérisation de ce score. Et ce score, s'il est supérieur à 2,72, il est alors très vraisemblable que l'enfant ait un TROS au moins modéré, c'est-à-dire avec un IAHO strictement supérieur à 5. Vous voyez que la sensibilité et la spécificité est globalement les mêmes que n'importe quel questionnaire de dépistage. Ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur prédictive est de 92%, ce qui veut dire qu'on raterait 8% des enfants, ce qui n'est pas beaucoup. En aucun cas, ces questionnaires présentés ne peuvent faire le diagnostic formel. L'évaluation indispensable de l'ORL avec la nasofibroscopie, il n'y a dans ce contexte aucune indication à la réalisation d'une radiographie de CAVOM. On regardera le score de Brodsky, ce que vous pouvez tous faire en faisant ouvrir la bouche, mais ce que l'ORL complétera en allant voir le caractère plongeant et postérieur de l'hypertrophie des amygdales. On parlera d'hypertrophie modérée en cas de grade 1 ou 2 et d'hypertrophie majeure ou importante en cas de grade 3 ou de grade 4 avec des amygdales jointives sur la luette. Les indications de l'examen du sommeil, en fait, vont être secondaires à cet interrogatoire, cet examen clinique et cette évaluation spécialisée ORL, et on se retrouve donc dans 3 cadres. En cas d'hypertrophie isolée des végétations avec une symptomatologie clinique compatible, il est recommandé de ne pas réaliser d'examen du sommeil. En cas d'hypertrophie importante des amygdales de grade 3 ou de grade 4, avec au moins 2 signes cliniques nocturnes majeurs et quelle que soit la symptomatologie clinique diurne, il n'est pas recommandé de faire un examen du sommeil chez un enfant sans comorbidité âgé de plus de 2 ans. En l'absence d'hypertrophie des tissus lymphoïdes ou en cas d'hypertrophie modérée des amygdales, dans ce cas, il est recommandé de réaliser un examen du sommeil. Tout examen du sommeil entre polysomnographie, qu'elle soit réalisée en milieu hospitalier ou ambulatoire, ou polygraphie ventilatoire, peut être utilisé dans ce contexte strict de TROS de type 1 de l'enfant. La respiration buccale est fréquente chez l'enfant. Il est recommandé d'évaluer à la fois la respiration nasale et la respiration buccale. Certains associent une évaluation des mouvements mandibulaires. Il faut une durée d'enregistrement d'au moins 6 heures et lorsqu'on réalise une polysomnographie, il est recommandé d'avoir au moins 20% de sa maille paradoxale pour dire que l'examen est fiable. L'analyse automatique n'est pas suffisante.
Formez-vous pour lire les examens du sommeil et en aucun cas ne faire avec l'heure actuelle confiance à la machine. Les règles de codage ne sont pas les mêmes que celles de l'adulte. On rappelle la codification américaine. Les événements sont codés sur au moins 2 cycles respiratoires de l'enfant. Il faut donc connaître la fréquence respiratoire de l'enfant qu'on enregistre pour pouvoir calculer la durée de 2 cycles respiratoires. On rate avec la codification américaine les événements en termes d'hypopnées non désaturantes, non micro-éveillantes ou éveillantes, les hypopnées de faible intensité, les limitations de débit. Chez l'enfant, on distingue absolument le caractère obstructif du caractère central, obstructif par persistance des efforts respiratoires, quelle que soit l'utilisation de votre capteur, et dans la mesure du possible, l'évaluation de la capnie est à associer. On passe aux normes adultes en fin de croissance et pas avant. Les normes, les voici. L'intensité, la sévérité du TROS est actuellement toujours la même chez l'enfant, avec un IAHO qu'on va dire donc entre 1,5 et 5, un TROS léger, modéré entre 5 et 10 et sévère supérieur à 10, mais on pondérera cette sévérité, puisque l'IAHO seul n'est pas vraiment le critère le plus utile, par le retentissement clinique et la symptomatologie clinique, les autres événements respiratoires, efforts respiratoires et limitations de débit, et encore plus par la fragmentation de sommeil qui est généralement fortement respectée chez l'enfant. Le compte-rendu doit être détaillé, il concerne bien sûr l'indication, la symptomatologie, l'examen, une information par rapport à la qualité de la nuit d'enregistrement par rapport à la qualité habituelle du sommeil de l'enfant et bien sûr une information par rapport à la qualité globale de l'examen et des différents paramètres enregistrés. On aura les événements d'index et autres paramètres du sommeil, les normes utilisées qui globalement maintenant sont les mêmes pour tous, la conclusion sur la sévérité du TROS de l'enfant, puis comme vous faites un examen et que vous l'interprétez et que vous êtes partie prenante du processus de prise en charge, une conclusion et une proposition de prise en charge. Concernant le traitement, sur le TROS de type 1, il n'y a pas lieu que la prise en charge se fasse en milieu hospitalier, sauf pour des cas éventuellement complexes ou des échecs de traitement de première ligne. En revanche, il est recommandé de constituer un réseau local de praticiens, libéraux ou hospitaliers, et donc une prise en charge pluridisciplinaire dont le premier axe est commun pour tout le monde et reposera sur l'apprentissage du mouchage et l'hygiène nasale. Le traitement est spécifique de l'allergie et le contrôle pondéral. Et ensuite, 4 axes particuliers de prise en charge. La chirurgie ORL, j'aurais dû préciser. L'orthopédie dentofaciale, donc l'orthodontie et la rééducation linguale oro-maxillofaciale. Le traitement médical médicamenteux éventuellement. Et la prise en charge ventilatoire. Je ne reviens pas ici sur la chirurgie ORL, ni sur les indications de telle ou telle chirurgie, mais je vous parle plus précisément des 3 autres axes de prise en charge, avec un traitement médicamenteux éventuellement. Il est prouvé et utilisé les corticoïdes nasaux et antihistaminiques de seconde génération, seuls ou en association. Les antileucotriennes ont aussi leur place, mais en France, il convient de ne pas oublier que l'ASM a donné, pas l'ASM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, a mis en garde l'utilisation des leucotriennes, des antileucotriennes chez l'enfant avec les complications entre 20 à 50% neuropsychiatriques et neurocomportementales. Et dans tous les cas, il convient de savoir et de se souvenir que aucun n'a l'AMM dans la prise en charge des troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant. L'orthodontie, la rééducation est indispensable si dès la prise en charge, il y a une ventilation buccale, une anomalie de l'articulé dentaire, une anomalie des praxilinguales ou de la déglutition et une anomalie posturale. Dans un second temps, si elle n'a pas été faite initialement, cette évaluation est recommandée en cas d'échec d'une prise en charge chirurgicale initiale ou en cas de respiration buccale persistante. La PPC sera utilisée et prescrite selon les règles et le décret du 16 décembre 2017, sur lequel je ne reviens pas aujourd'hui. Dans les principes généraux du suivi, le médecin référent, un médecin des référents, doit coordonner le parcours de soins et être le chef d'orchestre. Il faut un suivi prolongé, régulier, pour bien sûr vérifier l'efficacité de la prise en charge, la disparition des symptômes,
l'absence de récidive et surtout la récupération d'une respiration-ventilation nasale efficace. Il faut sensibiliser la famille et le patient au risque de récidive et donc à la nécessité de consulter de nouveau en cas de récidive. Après chirurgie ORL, quelques consultations de contrôle, notamment 2 à 6 mois après, vraiment on envoie en cas de ventilation buccale persistante chez le combo orthodontiste rééducateur et après 1 an après amygdalectomie partielle. On insiste donc encore ici sur le suivi au long cours, à long terme de l'enfant. Il n'est pas recommandé de contrôler l'examen du sommeil après adénoïdo-amygdalectomie, sauf quand il existe un facteur de risque antérieur à cette chirurgie initiale, c'est-à-dire un index d'hypopnée et d'apnée obstructive supérieur à 10, un âge supérieur à 7 ans, puisqu'on est déjà peut-être sur un phénotype d'adulte, un asthme associé, mais plutôt un asthme non contrôlé, et bien sûr en cas de surpoids de l'enfant. On contrôlera également l'examen du sommeil en cas de persistance ou de récidive des symptômes obstructifs. Dans ces cas-là, nouvelle recommandation ORL avec une nasofibroscopie et un examen du sommeil. Si le TROS est confirmé et qu'il existe un obstacle ORL, on proposera une nouvelle prise en charge ORL. Si le TROS n'est pas confirmé, vous voyez que le réseau pluridisciplinaire se remet en action en discutant diverses options que sont l'endoscopie de sommeil sous sédation induite, l'orthodontie, la rééducation, les traitements des allergies toujours, voire la PPC. Vous avez déjà été très attentifs et je vous demande de l'être encore pendant quelques minutes puisque vous allez voir apparaître devant vous le parcours de soins de façon dynamique. Consultation ORL qui va répondre à la question: existe-t-il des amygdales grade 3 ou grade 4 ? Si la réponse est non, c'est de la flèche rouge. On va vérifier par la nasofibroscopie s'il existe une hypertrophie des végétations. Si oui, l'ORL proposera un traitement spécifique et adaptera son suivi. En l'absence d'hypertrophie majeure des amygdales et en l'absence d'hypertrophie des végétations, un examen du sommeil sera réalisé pour rechercher un TROS. S'il n'y en a pas, il y a quand même une plainte clinique initiale et on va donc surveiller l'enfant pour voir ce que devient ce symptôme clinique. S'il y a un TROS, on rentre dans la prise en charge allergie, orthodontie, rééducation et on discutera la réalisation d'une endoscopie de sommeil pour mettre en place le traitement spécifique. Au contraire, il y a une hypertrophie majeure. On est ici à gauche des amygdales et dans ce cas-là, on va s'intéresser encore plus à la clinique sur la présence d'au moins 2 critères nocturnes majeurs qui, chez un enfant de moins de 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans ou plus, je vais y arriver, ou moins de 8 ans sans comorbidité, il n'est pas recommandé de faire un examen du sommeil, il est recommandé une chirurgie de première intention par amygdalectomie et bien sûr adénoïdectomie si l'hypertrophie est associée. Toujours un suivi, toujours un traitement adjuvant s'il le faut, toujours en cas de symptômes spécifiques, une consultation spécialisée, orthodontiste, rééducation et bien sûr la prise en charge des allergies. En cas de persistance ou récidive, je vous le disais, examen du sommeil à la recherche d'un TROS. S'il n'y en a pas, il y a toujours une plainte, donc on continue le suivi. Au contraire, il y a un TROS, on s'adapte à l'intensité, au traitement déjà effectué, à l'IAHO et on remettra en action le réseau pluridisciplinaire avec le traitement des allergies, l'orthodontie, la rééducation. On refait une nasofibroscopie, voire on fera une endoscopie de sommeil sous sédation induite pour débuter un traitement spécifique et éventuellement discuter une PPC et vous voyez toujours le suivi. On se retrouve ici avec un enfant qui a été vu par l'ORL, mais finalement, il a une hypertrophie des amygdales, mais il n'a ni symptômes majeurs suffisants, il n'est pas dans la tranche d'âge qui ne fait pas indiquer un examen du sommeil, ou alors il a une comorbidité, et dans ces cas-là, on fera un examen du sommeil à la recherche du TROS. S'il n'y en a pas, il a une symptomatologie clinique qu'il convient de surveiller dans son terme d'évolution, et on le continuera le suivi. Au contraire, il a un TROS, on s'adapte encore une fois à la sévérité clinique et à l'IAHO, et on se demande si le chirurgien ORL doit l'opérer. Le chirurgien ORL, toujours dans son réseau local, parce qu'il se dit que est-ce que je dois l'opérer ou pas, je vais demander la réponse à un copain, finalement il décide de ne pas l'opérer.
Est-ce qu'il y a une autre cause? Je vous rappelle bien qu'il y a une symptomatologie clinique. On retourne dans un tour de roue. Allergie, orthodontiste, rééducation. Il y a la mise en place d'un traitement spécifique, on continue le suivi. Il n'y en a pas, c'est l'indication à réaliser une endoscopie de sommeil sous sédation induite pour trouver l'obstacle qui fait qu'il y a un symptôme clinique et débuter un traitement spécifique, voire discuter la mise en place d'une PPC. Au contraire, le chirurgien l'a opéré, on se repose la question toujours d'une prise en charge d'un trouble spécifique. Dans tous les cas, à chaque fois, s'il persiste une symptomatologie clinique ou si celle-ci récidive, on refera un examen du sommeil à la recherche d'un TROS qui, si il existe, fera toujours de nouveau activer la boucle pluridisciplinaire pour rechercher la cause du symptôme en proposant un traitement spécifique adapté à chacun, voire une endoscopie de sommeil sous sédation induite, voire une PPC. Et on continue le suivi constamment. Vous avez ici la 14e version du protocole et du parcours de soins que nous avons mis 2 ans à établir, mot pour mot. Tout est validé par 15 experts, que je remercie encore ici, chaleureusement. Vous avez la référence en langue anglaise, vous avez également la disponibilité de ce parcours de soins en langue française sur le site Médecine du Sommeil et sur le site de la SFRMS. En conclusion, on a tous un rôle de dépistage à jouer pour ensuite envoyer l'enfant chez l'ORL avec rapidement dans la boucle un orthodontiste et un kinésithérapeute, 3 piliers majeurs de la prise en charge, la détection et le traitement des allergies, le lavage de nez, l'apprentissage du mouchage, le contrôle pondéral, pluridisciplinaire, vous l'appelez comme vous voulez, mais il est recommandé d'avoir un réseau pour un suivi au long cours avec l'endoscopie du sommeil probablement à développer. Je vous remercie et je vous parle aussi du GSEA ici en quelques mots. Module pédiatrique sur le site de la SFRMS, journée de printemps la seconde, le 15 mars prochain. Merci. Merci Guillaume pour ton enthousiasme. Des questions? Oui, devant. Moi, j'ai une petite question, Guillaume. Tu dis enquête allergologique, alors j'imagine que c'est l'interrogatoire, la clinique. C'est la réalisation de prick-test allergologique en plus de la clinique en cas de doute ou d'un bilan sanguin qui va poursuivre effectivement l'enquête allergologique. Donc bien sûr l'interrogatoire, mais la réalisation assez systématique d'une véritable enquête allergologique, soit par test cutané d'allergologie ou par bilan sanguin avec IgE spécifique. Même si la clinique, elle est... L'interrogatoire n'est pas en faveur, il faut... Alors, la question était si, même si effectivement l'interrogatoire n'est pas en faveur d'une symptomatologie, alors je rappelle quand même que la symptomatologie principale est l'obstruction nasale ou le ronflement, ça veut dire qu'il y a quand même une obstruction quelque part, et oui, je pense que dans ce cadre-là, spécifiquement, il faut aller rechercher quand même une allergie qui va entraîner une inflammation nasale, donc l'éventualité d'un symptôme nasal. Pardon. L'orthodontie, l'ORL a fait son travail, je suis le jeune patient, l'orthodontiste me dit j'attends qu'il ait enlevé ses dents de lait. Qu'est-ce que je fais? Je change d'orthodontiste? Oui, alors, en fait, non mais il faut être un peu tranché, puisque vous me posez une question qu'il faut que je tranche, donc je vais l'être. Moi je ne suis pas caractérisé pour la demi-mesure quand même, tout le monde me connaît. Donc, les orthodontistes se sont beaucoup lancés dans l'aventure et je crois qu'on a aussi beaucoup progressé grâce à eux. Et de plus en plus, la formation des orthodontistes se fait vers l'utilisation de plus en plus précoce d'utilisation de matériel, même sur dentition non définitive, donc temporaire. Moi, j'ai la chance et le luxe de pouvoir avoir une orthodontiste qui commence la disjonction à l'âge de 3 ans et demi. Je sais, c'est du luxe, mais ce que je vous demande à tous de faire, c'est de pouvoir faire, bien sûr, ce que vous pouvez avec les conditions que vous pouvez, donc du mieux possible. Mais en effet, l'orthodontiste, quand il est formé, charge à lui de se former, peut effectivement faire de l'orthodontie sur dents non définitives et précoces. Oui.
J'ai le micro, donc j'en profite. Merci pour ce très beau travail. Et juste une question sur une de tes premières diapos. J'étais un peu surprise que vous ayez mis la somnolence dans les critères mineurs. Est-ce que tu peux commenter et expliquer ce choix ? Oui, parce qu'en fait, on s'intéressait donc plutôt aux TROS de type 1 qui finalement n'a pas ce retentissement qu'on voit un peu plus chez le grand enfant ou chez l'adulte qui est la somnolence. On a plutôt des troubles du comportement ou des troubles neurocognitifs. La somnolence n'est pas le critère le plus décrit dans la cohorte des TROS de type 1. On est plutôt sur irritable, agité, un peu agressif, plutôt que cette somnolence. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans les critères majeurs, en sachant tout de même que nous n'avons jamais fait d'études pour pondérer individuellement chaque symptôme et dire lequel a le plus de poids. C'est donc un choix d'expert que d'avoir fait les choses comme ça. Merci Guillaume. Je n'ai pas bien compris pourquoi il faut faire une polysomnographie ou une polygraphie à un enfant qui a plus de 8 ans avec des hypertrophies amygdaliennes. Oui, très bonne question, effectivement, parce qu'on se les posait et que lorsqu'effectivement atteint dans la littérature à l'heure actuelle l'âge de 7 ans, et c'est la limite de ceux qui vont persister à notre connaissance dans la littérature, on se rapproche plutôt d'un phénotype qui n'est plus véritablement le TROS de type 1, mais peut-être déjà le lit d'un TROS de l'adolescent dont on sait qu'il a plus de risques de persister. Et donc, une évaluation objective nous paraissait à l'heure actuelle encore recommandée. Ça peut changer à l'avenir, on en discutait déjà, mais pour l'instant, on n'a pas tranché le fait que pour le plus de 8 ans, et encore plus pour l'adolescent, il convient de ne pas faire d'examen du sommeil. Donc on a gardé cette tranche d'âge, 2 ans ou plus, moins de 8 ans, il est recommandé de faire un examen du sommeil parce que pour le moment, on n'est pas sûr que chez le plus grand, l'hypertrophie des tissus lymphoïdes resterait la seule cause potentielle et donc il convient de surveiller l'évolution de ces TROS. Oui, une question. Oui, merci beaucoup Guillaume. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Je vous présente Annick Andrieux, une des personnes qui a participé à ce consensus. Merci. Non, mais vraiment, merci pour ce travail énorme. Et là, de le voir comme ça, assise dans la salle et projeté, c'est très émouvant pour moi. Donc, merci. Et au-delà de cet aspect-là, juste petite précision, comme tu parlais tout à l'heure des bilans sanguins potentiels qu'on peut faire pour la recherche allergique, pensez pour les collègues à faire la ferritine. Oui, c'était indiqué aussi. La phrase n'est pas, je ne sais pas ce que j'ai fait de cette phrase. Il y avait effectivement en bas enquête allergologique et carence martiale avec ferritine. Il me manque cette phrase, mais elle est bien noir sur blanc dans le consensus et normalement elle apparaît. Merci. Oui, excellent. Merci beaucoup. Tranché comme on est, Guillaume. Il y a Alexandre en bas. Dans l'American Academy, il y a la notion de capnographie. Oui. Nulle part on a vu ici, est-ce que c'est pas retenu, est-ce que c'est atténué, est-ce que ce n'est plus nécessaire ? Non, c'est retenu. Ça veut dire qu'effectivement, dans le continuum des troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant, il existe aussi l'hypoventilation alvéolaire, qui n'est pas tout à fait donc la même symptomatologie, mais quand même. Et il y a effectivement environ 20% d'enfants qui peuvent avoir une hypercapnie. On a mis qu'effectivement, il était, dès que possible, recommandé d'évaluer cette capnie par un enregistrement, qui pour le moment ne peut pas être réalisé en ville, sauf par des moyens un peu détournés que chacun pourrait avoir. Et donc, ça c'est le premier problème de le standardiser, mais dès qu'on peut, il convient d'enregistrer cette capnie. Le deuxième, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun consensus chez l'enfant sur la définition formelle de l'hypercapnie chez l'enfant. Et donc, pour le moment, c'est plutôt des affaires, effectivement, où on restreint de toute façon les définitions de l'hypercapnie. Donc, c'est un argument supplémentaire pour dire qu'il existe un retentissement des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Et donc, dès qu'on peut, il convient de l'enregistrer pour avoir un faisceau d'arguments plus grand afin de préciser le diagnostic. Guillaume, en ligne, on nous demande, merci pour cette présentation, combien de temps après la chiro-ORL faut-il faire la polygraphie ventilatoire ? Oui, pas avant 6 semaines habituellement, c'est ce qui est recommandé. Donc on est resté là-dessus, en tout cas c'est marqué aussi dans le consensus.
Pas d'autres questions? Un petit mot de la fin. Je vous ai fait souvent ça quand même, effectivement, et vous vous apercevrez qu'effectivement, parfois, à force de faire ça, on ressemble à un hamster dans une roue. Vous avez l'image. Maintenant, à vous de jouer sur les trosses en gardant cette image en tête. Merci. Donc, avant d'introduire la dernière communication, toutes ces recommandations, elles sont où elles vont être rapidement publiées et elles sont accessibles pour tout le monde. Donc, bien entendu, dans cette session, même si on s'est concentré uniquement sur les recommandations, on n'avait pas le temps de tout faire détailler. Et il faut vraiment aller vers les documents qui sont d'une richesse incroyable et qui sont très bien écrits. Donc c'est très accessible. Donc on va terminer cette session par les recommandations pour le bilan et la prise en charge de la somnolence résiduelle dans le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, avec le trio Lucie Barato, Isabelle Arnulf et Wojtek Trepezur. Merci Renaud. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce travail. Donc on va être 3 présentateurs, donc ça va être une présentation assez rapide. Comme tu dis, on ne peut pas tout présenter, donc on a fait des choix. Et du coup, on va vous présenter les éléments essentiels de ce travail. Et après, ce sera ouvert aux questions. Et c'est bien, je trouve, d'avoir des questions. C'est beaucoup plus utile que vouloir tout expliquer. Donc vous savez que la somnolence diurne excessive, c'est un problème extrêmement fréquent quand on a de l'apnée du sommeil, mais c'est aussi un problème qui peut persister après la prise en charge d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, notamment par traitement primaire de l'apnée, qui sont la PPC, que vous connaissez bien, et l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et donc quand on a cette somnolence persistante, qui existe dans à peu près 6 à 15% des cas, on appelle ça la somnolence résiduelle sous PPC. Et vous savez qu'il y a quelque temps, 2 traitements médicamenteux éveillants ont obtenu l'AMM en France pour cette indication. Donc c'est le solriamfétol et le pitolisant, qui sont des molécules éveillantes et qui donc peuvent augmenter la vigilance de ces patients somnolents. Donc cette autorisation de mise sur le marché a posé de nombreuses questions, a soulevé de nombreux débats dans la communauté des somnologues, puisqu'on s'est demandé comment on allait pouvoir évaluer la somnolence, quelle indication vraiment on allait pouvoir avoir pour ces molécules éveillantes. Est-ce qu'on n'allait pas être délétère, donc comment peser bien le rapport bénéfice-risque de la prise en charge chez des patients qui vont être souvent âgés, en surpoids, avec des comorbidités cardiovasculaires. Et donc la société française, donc SFRMS, et le groupe sommeil de la SPLF ont souhaité harmoniser ces pratiques en mandatant un groupe d'experts pour répondre à quasiment toutes ces questions. Donc un consensus vient d'être publié dans Médecine du sommeil, tu le disais Renaud, en libre accès, et nous allons vous détailler les points essentiels. Toutes les spécialités étaient bien représentées dans les groupes de travail. Donc vous voyez ici en rouge les neurologues. Donc Isabelle, merci beaucoup avec moi pour la coordination. On avait aussi des psychiatres, une ORL, des pneumologues, bien sûr, un petit peu surreprésentés, comme vous pouvez le voir. Et parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup de pneumologues par rapport... 4 pneumologues... Je vous laisse tirer les conclusions. Et ensuite, un cardiologue qui a pu aussi relire, expert en pharmacologie, qui s'appelle le professeur Boutouri, qui nous a donné son avis d'expert sur ces molécules éveillantes et éventuellement les mécanismes d'action et les risques. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Arnulf, qui va vous expliquer quelle somnolence on va cibler avec ces traitements médicamenteux. Merci beaucoup, Lucie. On va refaire de la médecine du sommeil. La somnolence diurne excessive, c'est l'incapacité de rester éveillé et alerte en journée, avec des épisodes où on a des besoins irrépressibles de sommeil ou involontaires de sommeil ou de somnolence. Ce n'est pas la petite sieste habituelle. La somnolence en population générale et en population pathologique, elle est multifactorielle et souvent additive. Et chaque cause s'additionne aux autres jusqu'à atteindre un seuil.
Le consensus propose qu'on définisse comme une somnolence diurne résiduelle une somnolence qui est vraie, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'apathie, la baisse des conduites motivées qu'on voit beaucoup dans les maladies neurodégénératives où les gens restent assis, ne font rien et finissent par somnoler. La deuxième chose qui n'est pas de la somnolence, c'est le syndrome de fatigue chronique, qu'il soit dans tous ces maladies au contour parfois pas très bien définis, fibromyalgie, syndrome des lèvres dans l'os bizarre, Covid long, Lyme chronique, et ça représente beaucoup de patients qui sont adressés. La deuxième critère qu'a choisi le consensus, c'est qu'elle doit être handicapante. On ne soigne évidemment pas un score d'Epworth, on soigne un malade qui est gêné. Et dans la gêne, c'est évidemment l'accidentologie en premier et leur répercussion sur les activités de la vie quotidienne, en particulier le travail. La troisième proposition, c'est que cette somnolence doit être stable dans le temps et on recommande de faire au moins 2 évaluations sans préciser la durée entre 1 mois, 2 mois, 3 mois. On sait que, par exemple, si on utilise le score d'Epworth, il varie de plus ou moins 2 points d'une fois à l'autre. Au-delà, la variation est trop importante pour être retenue comme une stabilité. Le problème de repérer la somnolence au volant, c'est soit de poser la question, soit c'est le motif d'adressage. Le groupe conseille d'utiliser des questions un peu systématiques sur le sujet. Dans beaucoup de centres de sommeil, c'est le score Dobson qui est rajouté au score d'Epworth, puisque je vous rappelle que dans l'Epworth, dans une voiture immobilisée, on n'est pas forcément conducteur. Et donc, le score Dobson comprend la question sur la route en conduisant. Nos collègues de Bordeaux ont développé la question simple. Au cours de l'année précédente, avez-vous expérimenté au moins un épisode de somnolence sévère au volant, rendant la conduite difficile ou vous obligeant à vous arrêter? Et puis, ils ont affiné ce concept avec la BOSS, la Bordeaux Sleepiness Scale, où vous demandez, c'est un homme ou une femme, vous prenez déjà 1 point quand vous êtes un homme à cause du risque accidentologique plus élevé chez l'homme. Ensuite, si vous êtes grand conducteur, plus de 20 000 km par an, vous prenez 1 point. Et ensuite, on va retrouver les 2 questions de somnolence dans des conditions de vie quotidienne, de conduite. Est-ce que dans l'année dernière, vous avez été gêné, souvent, modérément, etc. On additionne les points et au-dessus de 3, c'est anormal. J'ai demandé à Pierre-Philippe de la mettre à disposition en français, puisque là, elle est publiée en anglais. Je vais passer maintenant, une fois qu'on a identifié une somnolence gênante, invalidante, handicapante, le micro à Wojtek pour la partie respiratoire du bilan qui est recommandée. Bonjour à tous, merci Isabelle. Donc je vais vous montrer effectivement la tâche qui reste à accomplir par le pneumologue, bien sûr, mais bien sûr l'étape d'avant, l'étape à venir seront aussi, les pneumologues seront aussi concernés. Mais là, je veux me concentrer sur la partie plus respiratoire, plus spécifique. Vous allez voir apparaître au fur et à mesure une figure qui va vous présenter un petit peu ce consensus et que Lucie va vous détailler plus en détail par la suite. Première question, une fois qu'on a constaté donc cette somnolence anormale, quel temps on se donne pour juger de l'efficacité du traitement par pression positive continue? Donc vous voyez, c'est relativement simple, on a une petite règle des 6 heures et 6 mois. On s'aperçoit que le bénéfice en termes de qualité de vie, en termes de somnolence à la fois subjectif ou objectif, est atteint pour des durées de traitement il y a un effet dose entre la durée de traitement et le bénéfice perçu avec un plateau qu'on atteint au-delà de 6 heures. Donc c'est vrai que l'objectif thérapeutique, l'objectif en termes de somnolence, en termes d'efficacité d'observance est de plus de 6 heures. Alors bien sûr, il faut s'adapter à la durée de chaque patient. Chacun a des besoins de sommeil qui peuvent être différents, mais ce qui est en tout cas anormal, c'est de dormir 6 heures, de n'utiliser la machine que 4 heures. C'est vrai que très souvent, en termes de risque cardiovasculaire, on s'est concentré sur les 4 heures. En termes de somnolence, on a jugé dans ce consensus que ce n'était pas suffisant et il faut se rapprocher le plus possible de 6.
De la même manière, il ne faut pas se précipiter, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, pour porter ce diagnostic. Il y a déjà la variabilité effectivement des données qu'on peut recueillir et il y a aussi une efficacité qu'on peut gagner avec le temps. Donc vous voyez ici en rouge le nombre de patients qui sont encore somnolents au bout d'une certaine durée de traitement. Donc là encore, il y a un effet plateau mais qui n'apparaît qu'au bout de 6 mois. 6 mois pour lesquels on ne va pas rester inactif, mais on va bien sûr ajuster le traitement et essayer de l'optimiser avant de conclure à une somnolence qui serait d'une autre origine que respiratoire. Au bout de ce premier temps, quel bilan réaliser? Alors tout le monde est d'accord pour dire, on l'a déjà un peu évoqué lors du consensus sur le SAS central, que l'index d'apnée-hypopnée qui est proposé par les machines n'est pas un index qui est satisfaisant, ce qu'on appelle l'IH-DBI, qui peut être utilisé chez des patients qui vont parfaitement bien. Dès qu'on a un problème avec un patient, ça ne peut être qu'un signal d'alerte pour aller plus loin. Il ne tient pas compte, bien sûr, il n'a pas accès au micro-éveil et aux désaturations, donc ce n'est pas des vraies hypopnées. C'est un débit qui est modifié, linéarisé, qui n'est pas aussi fiable que le débit que l'on peut avoir sur les polygraphies et les polysomnographies, notamment lorsqu'on utilise un pneumotachographe qui est bien sûr beaucoup plus précis. Et il ne va pas identifier les efforts respiratoires inducteurs de micro-éveil ou ce qu'on appelle les RERA en anglais. Et donc, il a été recommandé de réaliser systématiquement une polysomnographie sous pression positive continue en utilisant un capteur de débit qui soit indépendant du dispositif PPC, donc le plus souvent un pneumotachographe, avec un objectif d'aboutir à un index de désordre respiratoire, donc IAH plus RERA, qui soit inférieur à 5 par heure. Un point de vigilance est aussi apporté à l'utilisation du traitement par PPC autopiloté, qui est largement utilisé. Alors, on sait bien que c'est très variable d'un centre à l'autre. On peut utiliser soit l'autopiloté au long cours ou passer assez rapidement en mode fixe, mais il y a quand même quelques arguments pour dire que les modifications de pression, les montées en pression notamment, peuvent perturber la qualité du sommeil. Donc, notamment sur cette polysomnographie, il faut être bien sûr vigilant sur ce point, à ne pas hésiter avant de conclure à une somnolence résiduelle sous PPC, à passer en mode fixe, comme on a souvent quand même l'habitude de le faire, voir si ça ne corrige pas déjà les événements respiratoires normaux et la symptomatologie. Bien sûr, on va essayer d'adapter au mieux le confort aussi et de voir si la PPC ne génère pas des effets secondaires. Donc, il y a toujours la question des masques. Il n'y a pas de recommandation évidente sur l'utilisation d'un masque par rapport à l'autre. Ce qu'il faut, c'est bien sûr le masque le plus adapté. Et donc, surveiller aussi les fuites. Alors, on sait que c'est principalement les fuites qui sont rapportées par le patient qui sont le mieux corrélées, qui sont les plus significatifs en termes d'impact sur la somnolence par rapport à celles qui sont rapportées par les dispositifs de PPC. Bien sûr, rechercher la sécheresse buccale, la respiration buccale, avec la gestion qu'on peut proposer de façon quotidienne dans notre pratique. On change l'interface s'il n'est pas adapté. On peut proposer une humidification et bien sûr, au moindre doute, adresser à l'ORL pour voir s'il n'y a pas une obstruction nasale qui pourrait relever d'un traitement spécifique. Et bien sûr, avant de conclure un échec de pression positive continue, si c'est vraiment les effets secondaires qui prédominent, en 2023, on ne peut pas se poser la question de la possibilité d'une alternative thérapeutique, rappeler les règles, les mesures hygiéno-diététiques et puis bien sûr les traitements qui sont actuellement disponibles, l'orthèse, la chirurgie dans des cas bien chez les patients bien sélectionnés, dont la stimulation bien sûr du 12 dont on a largement entendu parler à ce congrès, et notamment, pourquoi pas, chez certains patients, un traitement positionnel en cas de SAS positionnel. Je repasse la parole à Isabelle. Je parle sous le contrôle des psychiatres qui ont participé. Quel bilan côté psychiatrique, comportemental ou maladie générale? La dépression est la première cause de somnolence en population générale. Dans la somnolence résiduelle sous PPC, ça n'y échappe pas, c'est la première cause. 36% dans la série des 100 derniers patients que nous avons vus. Le risque relatif est de 10 comparé à celui des apnées. Les troubles de l'humeur s'accompagnent dans 48% des cas de somnolence, comme nous l'a expliqué Pierre-Alexis hier. Il y a aussi en psychiatrie des troubles générateurs de somnolence, les troubles anxieux, le trouble déficitaire de l'attention,
la schizophrénie, les troubles du stress post-traumatique et les troubles addictifs. La proposition, puisque une fois qu'on a vérifié que la machine marchait bien, qu'elle était bien mise et qu'elle n'induisait pas d'effets secondaires, la proposition du groupe a été que le dépistage d'une comorbidité psychiatrique doit être systématique. Parmi les nombreuses échelles disponibles qui ont été discutées dans le papier, l'HAD, dépression et anxiété, semble celle qui est la plus simple et la plus spécifique, sensible en tout cas, en population générale. Vous vous rappelez qu'il y a de souvenirs 16 questions, je ne sais plus, 14, et qui sont gradées de 0 à 4, et donc elle a une sensibilité de 80%. Si elle est supérieure à 10, il faut vraiment adresser le patient à un collègue psychiatre. Les autres points d'attention, de drapeau rouge, si vous avez un patient qui se présente avec un profil insomnie la nuit, somnolence le jour, pensez en prédominance à ces hypothèses psychiatriques. D'une manière générale, les traitements stimulants de l'éveil ne sont pas des traitements de l'épisode dépressif. Il faut traiter d'abord l'épisode dépressif, et puis ensuite, si la somnolence persiste, on recommande une prise en charge conjointe entre celui qui prend en charge la PPC et celui qui prend en charge le trouble de l'humeur. Les personnes à profil anxieux tolèrent mal les stimulants. Du coup, dans l'HAD, vous avez la version anxiété qui vous aide à repérer, sachant que ce n'est pas des échelles qui font le diagnostic, c'est juste une aide et que ça reste de l'entretien et de l'interrogatoire. Tous les stimulants de l'éveil peuvent induire des idées noires et des idées suicidaires. Aucun n'a échappé à ça jusqu'ici. C'est un faible pourcentage. On vous conseille de dire et de marquer, d'arrêter sur l'ordonnance, qu'il n'est pas besoin de chercher à vous joindre, dire si vous ne supportez pas les traitements. Tous nos traitements stimulants s'arrêtent du jour au lendemain. Et évidemment, s'il y a une psychose, on ne va surtout pas donner un stimulant. On a parfois des surprises si on n'interroge pas bien les patients ou qu'on ne voit pas tous les antécédents. Voilà sur le plan psychiatrique. Sur le plan médical, un certain nombre de maladies s'associent à des formes de fatigue, somnolence, les maladies inflammatoires, les cancers. Évidemment, on est déjà au courant et c'est déjà présent. Sur le plan comportemental, ça nous a paru indispensable de dépister la dette de sommeil. On fait habituellement en consultation des micro-agendas où on demande à quelle heure vous vous couchez en activité, vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez en repos, à quelle heure vous vous levez. C'est un premier indice de la quantité de sommeil et du delta entre l'activité et le repos. On peut bien sûr, et on recommande des agendas de sommeil. Ce qu'on a voulu dire là, c'est que l'agenda de PPC est plutôt un bon proxy pour l'agenda de sommeil. Vous avez ici des exemples, et on en a mis plusieurs dans le papier, d'une personne qui se couche à 23 heures et qui se lève à 4 heures tous les jours pour travailler et qui redort tard les week-ends. Vous avez donc quelqu'un qui est en privation chronique de sommeil. Elle est clairement du soir et pas faite pour travailler le matin. Et on va lui donner un stimulant, c'est-à-dire fouetter un cheval fatigué, ce qu'on ne veut surtout pas faire. Vous avez d'autres exemples ici de variations d'utilisation sur du travail posté qui peuvent être à l'origine d'une dette de sommeil. Je crois que de mon côté, je vous ai dit le plus important. C'est à maintenant Lucie de... Je complète juste une toute petite information sur le temps de sommeil, parce qu'on a eu beaucoup la question, finalement, c'est quoi un temps de sommeil? Quand est-ce que le patient est en dette de sommeil et ne l'est pas? On n'a pas la réponse. On ne sait pas quel est le temps idéal de sommeil chez un adulte. Donc, on a proposé des seuils inférieurs. Et en fait, on a dit, faites des agendas à vos patients sur 2 semaines. S'ils dorment moins de 6 heures et s'il y a une extension du temps de sommeil le week-end, vous pouvez suspecter une privation de sommeil. Et là, vous recommandez à votre patient de faire une extension du temps passé au lit. Donc ça ne coûte pas grand-chose, sauf peut-être une consultation en plus et quelques minutes d'explication en plus. Mais ce n'est pas la même chose de demander à quelqu'un de rester 1 heure de plus au lit ou 2 heures que de prescrire à vie un traitement éveillant. Donc on a proposé des seuils plutôt dans le sens inférieur. Donc maintenant, quel bilan du côté neurologique ? Alors, voici enfin, vous l'avez déjà vu, j'en suis sûre, mais on est hyper fiers de cette figure de synthèse dans le consensus. Je voulais faire des t-shirts avec, mais j'ai pas eu le temps. Et donc, du coup, c'est pas un arbre décisionnel classique, vous êtes d'accord ? Comme vous pouvez le voir, donc c'est pas un processus de raisonnement descendant, arbre décisionnel qui descend avec des flèches, c'est pas du tout ça. C'est un processus de raisonnement clinique qu'on a voulu montrer comme multidisciplinaire, intégratif et
concentrique. Donc concentrique avec des cercles, parce qu'en fait, on a différents cercles et différents niveaux. Donc il y en a 6 exactement. Le premier au centre, c'est le symptôme en noir, la somnolence. Ensuite, vous avez le niveau 1 en bleu, c'est l'évaluation subjective de la somnolence. En vert, l'évaluation objective. Puis en jaune, les causes à rechercher. Le niveau 4, c'est la prise en charge de la cause. Le niveau 5, c'est l'évaluation du traitement médicamenteux, le bilan préthérapeutique. Et le niveau 6, c'est le suivi sous traitement médicamenteux. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer avec cette figure, c'est qu'il y a une importance égale des différentes spécialités finalement du sommeil dans ce bilan, et que les niveaux vont se compléter les uns avec les autres, et ils peuvent être réalisés de manière simultanée. Donc en fait, si vous êtes au niveau jaune ici, le niveau des causes à rechercher, vous avez une importance égale qui est attribuée dans notre raisonnement à ce que disait Wojtek, la PPC, est-ce qu'elle est bien finalement efficace et est-ce que le patient est bien observant, mais aussi la privation de sommeil, mais aussi le trouble du rythme circadien, mais aussi les comorbidités psychiatriques, et tout ça à un même niveau. Et donc ça permet comme ça d'avoir vraiment un raisonnement plus rapide, plus intelligent, on va dire, mais peut-être plus compliqué, je vous l'accorde. Et donc, juste pour la petite histoire, on s'est inspiré du blob pour construire cette figure. Donc, vous avez peut-être vu la conférence de Jean-Arthur hier sur les champignons. Donc, il n'a pas pu être là aujourd'hui pour présenter avec nous, mais l'idée vient de lui. Et ensuite, on a beaucoup travaillé avec Wojtek et Sébastien et Jean-Arthur pour construire la figure en fonction de ce blob. Donc, cet organisme qui peut prendre différentes formes, qui n'a pas de système nerveux central, mais qui est doté de certaines capacités d'apprentissage avec des arborescences. Et donc, c'est ça qui nous a donné l'idée de construire la figure comme ça, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à se décider sur est-ce qu'on met la pneumo en premier, est-ce qu'on met la psychiatrie, la privation de sommeil. Donc ça nous a permis de faire les choses plus intelligemment. Donc ici, je vais vous parler rapidement du bilan neurologique évaluation objective de la somnolence, donc le niveau 2, ce que vous voyez ici en vert. Donc je vous rappelle qu'on a 2 tests des gold standards pour évaluer la somnolence, qui sont le TIL et le TME, qui sont des tests de référence. Donc là, on a eu, j'avoue, un peu de mal à trancher. Tous les experts n'étaient pas d'accord, donc on a dû faire pas mal de discussions, de réunions et un vote pour trancher est-ce qu'on fait ou non des TIL et des TME à ces patients. Et finalement, on a fini par conclure que ces tests ne faisaient pas partie du bilan thérapeutique obligatoire. C'est pour ça que le petit cercle est en pointillé, parce que ce n'est pas obligatoire. Par contre, la PSG, la polysomnographie, Wojtek vous l'a dit, elle reste obligatoire. Par contre, ces examens vont rester des outils d'importance majeure de soutien au diagnostic. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas obligatoires qu'il ne faut pas les faire. Et nous avons recommandé de réaliser des TIL dans certaines circonstances, donc toujours précédées d'une polysomnographie. Et ces circonstances sont listées ici en rouge, avec notamment les drapeaux rouges, les red flags, qui doivent vous faire évoquer une hypersomnolence d'origine centrale. Donc si vous avez une somnolence très sévère, un patient qui rêve lors des siestes, qui a des hallucinations liées au sommeil, à l'endormissement ou au réveil, des paralysies de sommeil, des cataplexies, qui a pris beaucoup de poids très rapidement, qui est jeune, vous pouvez penser peut-être à une hypersomnolence d'origine centrale, et n'hésitez pas à adresser ces patients dans les centres de compétences et de référence narcolepsie. On est là pour vous aider à les évaluer. Pour rappel, le test de maintien d'éveil, ce n'est pas du tout un test diagnostique, mais là aussi, il peut être utile dans certains cas. On a quand même une certaine difficulté d'accessibilité à cet examen. Et ensuite, on a listé 3 circonstances supplémentaires que vous voyez ici, qui sont que l'interrogatoire n'est pas 100% fiable, vous n'êtes pas très sûr de votre patient au niveau de la description des symptômes. Vous suspectez d'autres troubles du sommeil concomitants qui pourraient potentiellement expliquer la somnolence, et vous avez initialement un IAH qui n'était pas très sévère avant le traitement des événements respiratoires. Pourquoi on a mis ça ? Imaginons un patient qui est à 15-20 d'IAH, qui est assez sévère sur le plan de la somnolence. Vous le traitez et en fait la somnolence persiste. Peut-être que finalement vous êtes passé à côté de quelque chose, que l'IAH n'expliquait pas forcément cette somnolence sévère. C'est pour ça qu'on a mis ce troisième point.
Donc pour finir, nous allons voir quel suivi proposer sous traitement éveillant. Donc ici, je vous rappelle juste les conditions de prescription de ces médicaments. Donc c'est un tableau qui est extrait directement du consensus. La prescription initiale est hospitalière, de même que le renouvellement annuel. Elle est réservée aux pneumologues, aux neurologues, aux titulaires de la FST sommeil et aux médecins exerçant dans les centres du sommeil. Donc j'avoue, ce dernier point est un peu vague, mais en tout cas, c'est écrit comme ça dans les textes. Après la prescription d'un traitement éveillant, qu'est-ce qu'on a recommandé? Donc de réévaluer régulièrement la nécessité de poursuivre le traitement. Donc c'est bien de dire à vos patients, voilà, je vous prescris le traitement, mais ça ne va pas forcément être un traitement à vie, et on va se revoir régulièrement et réévaluer la situation. Donc on a proposé ici, ce n'est pas obligatoire du tout, mais c'est 3 mois après l'introduction, entre 6 mois et 1 an, et ensuite 1 fois par an. Et on va devoir surveiller différents aspects, donc évidemment l'efficacité du traitement, la tolérance et les effets secondaires, éventuellement l'apparition de symptômes psychiatriques, donc par exemple l'anxiété peut être quelque chose qui apparaît sous traitement, mesurer la fréquence cardiaque et la pression artérielle à la consultation, d'accord, donc en ambulatoire, juste une prise de fréquence cardiaque et pression artérielle, quel que soit le traitement, et vérifier l'observance et l'efficacité du traitement primaire du SAS à chaque fois. Donc il ne faut pas que le traitement éveillant empêche le patient finalement de bien être observant à son traitement primaire du SAS. Et bien sûr, à chaque fois, vous devez réévaluer et rechercher les autres causes de somnolence, parce qu'on peut très bien imaginer que des causes supplémentaires apparaissent. Des fois, on a une somnolence, et même bien souvent multifactorielle. Un patient obèse, un petit peu déprimé, voilà, avec un peu d'anxiété. On peut avoir vraiment plusieurs causes confondues, donc il faut à chaque fois les réévaluer. Et donc, c'est ma dernière diapo. Après la prescription d'un traitement éveillant, on vous a rappelé qu'il est impératif de réaliser un TME chez les conducteurs. Donc ça, c'est les textes de loi français. Délai minimum de 1 mois après introduction du traitement pour renouveler l'aptitude à la conduite des véhicules motorisés. Donc ici, c'est le bas de la figure où, en fait, on revient au bilan objectif tout à l'heure en vert. Donc, test de maintien d'éveil chez les conducteurs, réévaluer la somnolence et ses causes, tolérance, évaluation de l'efficacité et vérifier l'efficacité du traitement du SAS à chaque visite. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais remercier tout particulièrement, Jacques Taillard qui n'est pas là, j'espère qu'il est en Zoom et qu'il nous écoute parce que j'ai mis une photo de lui parce qu'il nous a vraiment aidé. Il a accepté de publier ce consensus qui est quand même très long dans Médecine du sommeil, du coup c'est un numéro spécial. Donc un grand merci à lui, merci à Médecine du sommeil, bien sûr à la SFRMS et à la SPLF et évidemment à tous les co-auteurs de l'article. Voilà. Maintenant vous pouvez applaudir. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, en fait, il y a un petit quiz à la sortie de la session. Si vous ne répondez pas, si vous n'avez pas compris la figure, de même que le parcours que Guillaume a présenté, vous ne pouvez pas partir. Confiné dans le congrès, c'est ça? Enfermé. Enfermé dans la session, en fait. Voilà. On renouvelle. On recommence. On recommence. On repart. Donc, plus sérieusement, s'il y a des questions... Et c'est-à-dire, c'est presque le moment le plus intéressant. Enfin, non, c'était très intéressant aussi. Mais apparemment, ça a interpellé personne. Tout le monde est d'accord. Moi, je suis ravie. Ça veut dire qu'on est hyper consensuel, en fait. Quand question. Même. Allez-y. Ça va être la difficulté avec le monde psychiatrique, puisque médecine du sommeil gravite... plutôt sur les pathologies somatiques. Et là, on va se retrouver avec une très grosse cohorte de patients qui vont se plaindre de troubles du sommeil pour des raisons psychiatriques et qui ne vont pas avoir d'accès facile, évident, dans la vraie vie, à une évaluation psychiatrique conforme à ce que vous préconisez. Oui, c'est vrai. Il faudrait que les psychiatres du consensus répondent. Malheureusement, ils ne sont pas là. Après, est-ce que les médecins généralistes ne sont pas capables de faire un diagnostic de dépression aussi? Enfin, il y a des cas où c'est assez facile. C'est vrai que les somaticiens classiques qui s'occupent du poumon, d'un organe, ont peut-être moins l'habitude des patients dépressifs. On les voit beaucoup, nous, en neurologie. Et donc, il faut apprendre à les repérer. Voilà,
Je crois quand même qu'il y a des échelles qui sont, On a proposé l'HAD, qui sont disponibles. C'est quand même pas très compliqué d'avoir des échelles, alors qui peut-être certaines, notamment celle de Pichot, nécessiteraient d'être un peu mieux validées, mais donc on a le moindre doute. Enfin, quand ils veulent plus la Pichot en fait. Ils disent que elle a aucune comparaison en population internationale, c'est juste une spécialité française. Donc ils ont dit l'HAD c'est mieux, et puis vous avez l'anxiété en même temps, ça prend 5 minutes. C'est ça, donc c'est quand même pas si compliqué. Je dois dire que pour l'éthyle, on n'a pas dit, mais le taux d'accord intragroupe était faible. C'est-à-dire qu'il y avait 45% pour l'éthyle et 65% contre. Le 45%, c'était pas juste de prouver la somnolence, c'était aussi que quand vous avez 17 minutes au TIL, ça vous calme vraiment sur la prescription de stimulants. C'est la partie négative du TIL a aussi un sens clinique. En tout cas, ça fait partie d'une aide importante pour savoir si on est en train de parler de la même chose avec notre malade, quoi. Alors en ligne, on nous demande pourquoi ne pas recommander systématiquement des mesures objectives. Je pense que la réponse vient d'être donnée, mais effectivement, les gens qui étaient contre cette recommandation objective, les arguments, c'était que c'était pas écrit comme tel dans les textes déjà. Enfin, on nous dit il y a une plainte de somnolence, il y avait écrit en rien un cut-off, etc. Et la deuxième chose, c'était l'accessibilité aux examens. Donc on s'est dit, bon, c'est peut-être pas un très bon argument sur le plan scientifique, mais malgré tout, c'est une réalité. Voilà, par rapport à la masse, 6 à 15% de milliers de patients, ça paraissait beaucoup. Et puis après, c'était l'histoire des cut-offs. Parce qu'effectivement, Isabelle dit quand c'est tout à fait normal, on n'a pas très envie de prescrire. Quand c'est franchement anormal, on a envie. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces patients qui sont intermédiaires? Et on sait que bien souvent, dans l'apnée du sommeil, la plainte de somnolence n'est pas objectivée comme elle peut l'être dans les hypersomnies centrales. Elle peut être plutôt de 10, 12 minutes. Donc finalement, voilà, c'est tout le débat. Mais ça a été effectivement un gros débat. Et je pense que on a tranché comme ça, mais on a bien nuancé dans le texte, si vous le lisez. Voilà. Et ces circonstances particulières nous semblent majeures, parce qu'il y a quand même des circonstances où il faut faire cette île. Alors, quelqu'un toujours en ligne, je ne sais pas si c'est la même personne, mais pourtant un TME est nécessaire pour le suivi des conducteurs. Hein. Oui. Je retransmets. Hein. Oui. C'est vrai. Oui, mais ça, on n'est plus dans le bilan pré-thérapeutique, là. On n'est plus dans le bilan pré-thérapeutique. C'est notre pratique de médecine du sommeil qu'on connaît tous, même avant l'accessibilité à ces molécules. Mais effectivement, oui, le texte de loi est différent pour les TME, mais là, on n'est plus dans le diagnostic, on n'est plus dans le bilan pré-thérapeutique. Après, le TIL n'a pas fait partie des études randomisées aussi. C'était aussi la difficulté, c'est que toutes les études qui ont validé ces deux molécules, il y avait des TME dans une des deux études, mais il n'y a jamais eu de TIL, effectivement. Donc les études ne nous aidaient pas pour fixer des cut-offs, effectivement. Et après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des démarches de recueil prospectif de données chez ces patients-là qui vont être sous-éveillants, où les TIL seront faits, et on aura peut-être besoin de changer les recos dans 2-3 ans, on verra. Oui, ça paraît quand même étonnant de pouvoir donner de produits à des personnes dont on ne connaît pas l'index d'apnée initiale, qui ont été traités et tout. Et quand vous voulez en donner à des gens plus jeunes, hyper somnolents, vous ne pouvez pas sans ces examens. On n'a pas trop compris les positions des agences sur ça. La plupart des patients inclus dans les essais, à cause de cette variabilité de l'Epworth de plus ou moins 2, n'étaient pas inclus à 11, comme vous allez y penser dans l'Epworth, mais souvent à 13 voire 14. À cause du risque de changer beaucoup d'une fois à l'autre. Donc c'est plutôt des personnes hyper somnolentes qui ont été incluses. Donc attention. Oui. Est-ce qu'il y a un micro pour monsieur? Bonjour, merci. Ma question est toute simple. Dans des centres expérimentés comme les vôtres, quelle est la fréquence avec laquelle vous prescrivez ces médicaments? Pour se faire une idée de la fréquence à laquelle vous êtes confronté. On vient de le regarder, on a une jeune interne qui a présenté les résultats sur 129 cas qui sont systématiquement adressés, on ne les voit pas avant, on fait le bilan, on a fait quand même des TIL à tout le monde et tout, ils sont anormaux que chez moins de 20% du groupe. On trouve 36% de dépression et finalement chez ces 20%, il n'y en a que 16% qui ont bénéficié et à qui on a prescrit les produits. Donc ça reste une toute petite proportion et c'est que des personnes adressées
bien suivis ailleurs et tout, pour somnolence résiduelle. Donc 16%. 16%. Des gens qui vous sont référés et en Pour étant somnolence bien suivis. résiduelle, donc c'est 16% des 10% à peu près de la population générale, ce qui fait 1,6% à peu près. Moi, j'ai la même expérience aussi, mais Wojtek, je sais pas. C'est très marginal. Enfin, nous, on discute systématiquement entre médecins lors de nos staffs dédiés. Et effectivement, à force d'éliminer de screener toutes les autres causes, ça reste exceptionnel. Enfin, j'ai pas les chiffres, on n'a pas chiffré sur Angers, mais ça reste exceptionnel. Et je pense que la pluridisciplinarité là-dedans a vraiment son sens pour effectivement ne rien laisser passer. Donc c'est très clair quand même ce que vous dites. C'est 10% de somnolence résiduelle et c'est 16% d'entre eux qui ont bénéficié après un screening très complet. Mais attendons quand même les études en vie réelle parce qu'on aura des données là-dessus dans quelques années. Hein. C'est pas voilà. Je pense. Merci. Il y a un autre aspect aussi qu'il faudra déterminer, c'est dans ces patients à qui on a finalement prescrit, combien de ces patients sont réellement améliorés par la suite et continuent le traitement parce qu'ils ont un bénéfice. On voit très bien, il y a des patients qui vraiment reviennent avec le sourire, d'autres qui abandonnent. Donc voilà, c'est à déterminer. Et on peut tous faire des bêtises. Hein. On a tous eu des virages maniaques, on a tous eu des troubles anxieux. C'est des médicaments à manipuler avec précaution. Je crois qu'il y a encore... Yves Devilliers qui s'est réveillé. Non, lui, on lui laisse pas reparler. Il y en a deux en ligne encore. Vas-y, Yves. Je voulais faire une toute petite remarque sur le bilan étiologique qui est fait. Où on aime bien dire on a trouvé il y a de l'obésité, on a trouvé il y a de la dépression qui explique, mais le problème que je vois à ça, c'est le côté comorbidité et pas causal, en ce sens que si la personne est obèse ou si la personne est dépressive, c'est pas pour autant que la somnolence va être améliorée, c'est que la première prise en charge va être en fonction de la comorbidité. Mais parce que dans les arbres décisionnels, qui n'est pas le vôtre, je parle de ce qui est publié dans la littérature, c'est souvent on a trouvé, voilà, il est obèse, donc c'est la case obésité, il est dépressif, et c'est plus la somnolence résiduelle. Et en plus, le mot résiduel, il me plaît pas, parce que parfois les gens, ils sont somnolents depuis l'âge de 20 ans, et il se trouve qu'ils sont apnéiques parce qu'ils ont pris du poids ou de l'âge, et ils ont 50 ans, et on dit somnolence résiduelle, mais ils ont une somnolence et un syndrome d'apnée qui est traité, et la somnolence reste un problème. Donc parfois la somnolence, elle s'améliore et elle se réaggrave, parfois elle reste constante et la PPC ou une autre prise en charge ne l'a pas améliorée. Donc c'est très hétérogène. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup de données pour faire des chemins adaptés. Personnalisés. C'est de la médecine du sommeil qu'on fait en fait. Et je veux juste rebondir sur ça parce que c'est exactement ce qu'on a voulu montrer dans cette figure et pas faire un arbre comme ça séquentiel et justement dire que c'était multifactoriel et qu'on pouvait revenir au niveau précédent. En fait, on peut s'être trompé et revenir en arrière, quoi. Des questions en ligne ? On a globalement répondu. On parlait d'obésité et que traite-t-on dans cette somnolence résiduelle car on a éliminé toutes les causes de somnolence. Oui, bien sûr. C'est la question dont on parle tous très souvent, c'est la somnolence dans le syndrome d'apnée-sommeil, à quoi elle est due. Il y a très certainement une somnolence qui est due au syndrome d'apnée-sommeil en lui-même, mais elle a peut-être encore besoin d'être un peu mieux définie parce que c'est pas la même somnolence que dans d'autres pathologies. Plus de questions ? Bon, et bien on arrive à la fin, non ? S'il y a plus de questions. T'as une question, toi ? Non, juste un mot de la fin, parce que je voulais remercier Sébastien Bayeul et Dany Jaffuel qui sont deuxième et avant-dernier auteurs et qui ont beaucoup travaillé aussi et qui n'ont pas pu être là. Donc, comme d'habitude, ils ont toujours bien travaillé. C'est ça. Et donc, si vous le souhaitez, il y a un cocktail de fin de congrès. Si vous voulez poursuivre des discussions, il est juste au niveau du village Sommeil.